Dormir dehors, à l'abri d'un pont, sous une tente, parfois à même le sol, sur le froid mordant du trottoir. En France, on estime que 330 000 personnes sont sans domicile. Parmi elles, de plus en plus de femmes. Combien sont-elles ? Pourquoi sont-elles aussi nombreuses à se retrouver sans solution d'hébergement ? Des questions sur lesquelles s'est penchée la sénatrice Agnès Evren. Nous l'avons suivie dans ses visites de terrain, à la rencontre de ces femmes, de celles et ceux qui tentent de leur venir en aide et se sentent de plus en plus démunis. Lorsque nous rencontrons Edwige à Paris, cela fait 12 jours qu'elle est à la rue. Je suis arrivée en France en juillet 2022. J'étais d'abord au pays, chez moi en Côte d'Ivoire, où je travaillais. J'avais quand même une vie un peu stable avec mon mari aussi qui travaillait. Il est décédé des suites d'une tumeur du cerveau. Moi aussi, à une semaine de son inhumation, j'ai perdu mon boulot. Et voilà, je me suis retrouvée à la rue avec 4 enfants. Et je n'arrivais même pas à joindre les deux bouts. C'est comme ça que ma grande sœur m'a proposé de venir quand même ici pour m'occuper des enfants. Pendant plus d'1 an, elle va loger chez sa sœur jusqu'à ce qu'une dispute éclate. Elle se retrouve alors dehors du jour au lendemain, sans nulle part où aller. D'abord même, j'ai pensé que je pouvais passer la nuit là. Donc je me suis assise comme si j'attendais pour ne pas tirer l'attention des gens. Mais à 23 h, la gare ferme ses portes. Edwige se retrouve sur le parvis. C'est sa première nuit dehors. Comment ça s'est passé cette nuit-là? J'ai pas dormi. Pourquoi? C'était difficile. Très difficile. J'ai eu beaucoup peur. Puis avec les jeunes qui circulaient, j'avais peur qu'on me fasse quelque chose d'autre. Vous aviez peur de quoi? Des agressions et puis le viol surtout. Retourner en Côte d'Ivoire est inenvisageable. Elle y a laissé ses 4 enfants. C'est pour subvenir à leurs besoins qu'elle est venue ici, dans l'espoir de trouver un travail. Bonjour. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Nous vous remercions de renouveler votre appel. Chaque jour, elle tente de joindre le SAMU social pour trouver une place en hébergement d'urgence, sans jamais y parvenir. Vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. L'équipe du 115 est là pour vous informer et vous orienter. Merci de patienter. Nous allons prendre votre appel. Oui, tu peux, toute une journée et puis ils ne décrochent pas. Hier, j'ai eu la chance, vers 9 h, là, ils ont décroché. Je leur ai même dit que j'étais malade, que j'ai le rhumatisme, que je suis fatiguée de dormir dehors. Ils m'ont dit désolé qu'ils n'avaient pas de place. À 15 h, Edwige se dépêche de rejoindre la porte de la Villette, au nord de Paris. Elle ne veut surtout pas rater le bus qui y passe chaque jour à 17 h, en direction d'un centre d'hébergement de Nanterre. C'est le dernier recours pour tous ceux à qui le 115 n'a pas trouvé de solution. C'est vrai que j'ai le sourire, mais c'est pas facile. Par moment, quand tu te retrouves seul, tu as des pleurs. Tu n'as pas de solution. Qu'est-ce que tu fais? Et là, quand tu rates le cas, imaginez la suite. Avec le froid, c'est vraiment difficile. Très, très difficile. Moi, je n'ai pas de couverture, j'ai que mon manteau. Après 2 heures d'attente dans le froid, sans aucun endroit où s'asseoir, Edwige monte enfin à bord. Ce soir, elle dormira au chaud, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Chaque jour, 15 à 30 personnes restent sur le carreau. Élue du 15e arrondissement parisien, vice-présidente des Républicains, Agnès Evren est une femme de droite, issue d'une famille d'immigrés turcs, très éloignée du milieu où elle vit aujourd'hui.
Alors en fait, j'ai grandi dans un milieu populaire, en banlieue parisienne, avec une fratrie de 9 frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on nous a transmis des valeurs importantes, notamment de solidarité. J'ai été confrontée justement à des femmes isolées qui étaient dans un foyer, pas très loin de chez mes parents, où j'allais pour aider, pour rendre service, notamment pour remplir les papiers à leur place. Et j'ai fait ce petit travail d'étudiant pendant 2 ans, et c'est vrai que ça m'est resté. Devenue sénatrice en septembre dernier, elle a demandé le lancement d'une mission d'information sur les femmes sans domicile, un travail d'enquête de 6 mois, fait d'auditions et de visites de terrain. Oui, je l'ai proposé parce que je trouve que la situation est aberrante et qu'il faut lancer un cri d'alerte, un cri de sensibilisation, parce que dans les valeurs fondamentales d'une société comme la nôtre, il y a évidemment cette valeur de la solidarité. Où est passée cette solidarité aujourd'hui quand on voit qu'il y a des femmes qui dorment parfois avec des nouveau-nés à la rue? Vous connaissez les lieux? Oui, je connais, je vous emmène. Ces travaux, menés avec la délégation aux droits des femmes du Sénat, commencent par la visite d'un centre d'hébergement pour femmes, géré par l'association La Mie de Pin. Ici, vous êtes au Puy Notre-Dame, donc c'est un centre d'hébergement d'urgence qui accueille 49 femmes isolées. Elles sont accueillies ici pour une mise à l'abri dans un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne met pas de fin de prise en charge à leur situation tant qu'on n'a pas trouvé de meilleures solutions et de solutions plus adaptées à leur situation. Donc elles restent un certain temps, d'une nuit à plusieurs années, en fonction de leur situation. Le centre d'une 50aine de places est exclusivement réservé aux femmes. Elles y logent en chambre individuelle ou par deux. Et quand il fait trop froid dehors, on pousse un peu les murs pour faire de la place. Ça, effectivement, c'est l'hébergement dans le cadre du plan grand froid. Donc en dessous de 0, le plan grand froid est déclenché. Dès que les températures remontent, il se ferme officiellement. Mais les dames qu'on a mis à l'abri n'ont pas de solution pour autant. Donc, les 15 femmes provisoirement accueillies ici ne pourront pas rester. Le centre n'a aucune chambre de libre. Il y a une très longue file d'attente pour rentrer chez nous. On est à plusieurs centaines de demandes par jour. Il y a une forme de saturation dans nos dispositifs puisque la majorité des personnes sont en situation administrative complexe, irrégulière. Et aussi, nous avons beaucoup plus de demandes que de places d'hébergement qui sont disponibles. Depuis 3 ans, le personnel du centre a vu le nombre de femmes sans domicile exploser. Certaines ont fui les violences conjugales aggravées par le confinement. Beaucoup sont en situation irrégulière. Toutes sont soulagées de trouver un abri. Merci à la Mie de Pin, parce que quand je suis arrivée, j'étais stressée et j'étais au bord du suicide. Et j'ai retrouvé l'équilibre dans leur accueil, leur manière de travailler. Aujourd'hui, maintenant, je veux m'intégrer. Parce que je suis en France, je veux m'intégrer et être utile, non seulement pour moi-même, mais pour les autres. C'est cette intégration qu'on cherche à avoir les papiers, être un peu dans la légalité et céder les places parce que je suis choquée lorsqu'il arrive qu'on sort et puis qu'on voit une femme dehors, dans la neige. Je me dis, j'aurais pu être comme elle. On est sur la partie hébergement. Plusieurs d'entre elles travaillent, mais sans papier, impossible de trouver un logement. La moitié de ces femmes vit ici depuis l'ouverture du centre, il y a près de 4 ans. C'est vrai que c'est très douloureux parce qu'on se rend compte qu'il y a une véritable évolution. Quand le SAMU social existait il y a 30 ans, dès qu'on rencontrait une femme à la rue, on appelait et on leur trouvait des solutions. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, tout est absolument saturé. À Paris, seuls 21% des femmes qui en font la demande trouvent une place en hébergement d'urgence. Les autres se retrouvent dehors. Ah mais ils ont réparé le rétro, c'est chouette. Ah oui, c'est vrai. Et alors là, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai traversé? Tu vas tout droit pendant un certain temps là. D'accord. Ouais. 3 fois par semaine, des bénévoles de Médecins du Monde sillonnent les rues de la capitale. Donc Saïd, Mais en fait, je le connais pas. problème psy sous-jacent, Ouais. histoire compliquée, Mm. problème de main, hein, c'est ça? Ouais. Main gauche. Main gauche, tu dis? Oui. Ok. Alors ce soir, on va voir des personnes qui nous ont été signalées parce qu'elles ont des problèmes de santé. Et donc nous, on y va ce soir pour évaluer leur état de santé
et surtout pouvoir les orienter vers les structures les plus adéquates en fonction de leurs problèmes. Sur leur feuille de route ce soir, pas une seule femme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Elles sont pourtant plus de 400 à dormir dehors, soit 12% de la population de sans-abri que la mairie de Paris évalue à près de 3500 personnes. Bonsoir monsieur, on travaille pour Médecins du Monde et on cherche une personne, un homme seul à la rue, là, ça vous dit rien, qui est souvent dans le quartier. Près de la poste. Près de la poste. C'est loin à pied? Non, juste à gauche. D'accord, merci beaucoup. Globalement, ça peut être compliqué parce que c'est des personnes à la rue qui sont très mobiles. Quand c'est des femmes, encore plus, parce qu'on sait qu'elles peuvent facilement se cacher dans des halls d'immeubles, dans des voitures à côté ou dans un groupe, dans un campement. Des fois, c'est pas le bon moment parce que le fait de marauder le soir, je pense que si le soir, c'est un moment où les femmes se cachent encore plus qu'en journée. Salut! Salut! Pardon? C'est Daniel. C'est Daniel? Alors, Invisibles, les femmes se cachent dans des parkings, des cages d'escalier pour se protéger. 90% de celles qui vivent à la rue ont été victimes de violences sexuelles. elles ne nous en parlent pas spontanément, mais en tout cas, on voit dans leur comportement, quand on les approche pour la première fois, on sent que dans leur comportement, il y a une crainte, elles sont sur la défensive. Quand on arrive à parler de ces choses-là, il y a des histoires d'agression sexuelle, il y a des histoires éventuellement de viol. Je sais pas, des fois, tu sais, c'est dans les angles. Je vois en face. Ici, j'arrivais le vélo. Le vélo. Oui. C'est le vélo qui a tapé? Oui. D'accord. Allongez-vous un peu là. Voilà. C'est bien, super. Je peux faire ça? Bon, d'accord. Ça fait mal? La rue abîme les corps, ceux des hommes comme ceux des femmes. On y meurt en moyenne 30 ans plus jeunes que le reste de la population. Les pathologies qui sont à l'origine de cette mortalité très prématurée sont les pathologies mentales certes, mais aussi cardiovasculaires, des cancers, par absence de dépistage, donc on est toujours dans des situations de cancer qui sont graves, puisqu'ils ne sont pas dépistés. Des pathologies broncho-pulmonaires, il y a des comportements d'addiction, notamment à l'alcool, et donc tout ça, ça entraîne une série de complications possibles qui fait qu'à l'arrivée, voilà, dans la rue, on meurt à 49 ans au lieu de 80 ans. Voilà, c'est là que je dormais. Ça me fait tout drôle de revenir ici. Pourquoi? Ben, c'est le passé. C'était une autre vie, une vie dehors qui a duré 20 ans. La violence de la rue, Sophie en garde encore aujourd'hui les séquelles. Ben, en fait, j'étais du côté de Place Clichy avec des amis. On avait pas mal picolé, pas mal fumé. On a été dormir dans un parc. Il y a un monsieur qui a voulu abuser de moi, je me suis pas laissé faire. Il m'a tapé à coups de chaussures de sécurité dans le ventre et au niveau de la tempe. Comme mon œil gauche avait déjà été opéré d'une craque de cornée en 84, le greffon s'est ouvert sur les 3/4. J'ai subi 7 interventions sur l'œil et maintenant je ne vois plus de cet œil. Quand elle se retrouve dehors, elle n'a que 21 ans et déjà un lourd passé, une enfance difficile en famille d'accueil, avec qui elle a totalement rompu. Entre 10h et midi, je faisais la manche ici au rue Tuja où je dormais. Parce qu'ici, c'est comme partout, si t'as un moment sans venir, on te pique ta place. De tout ce qu'elle a subi à la rue, le plus violent reste à ses yeux l'indifférence. Le regard des gens, des fois, il est méchant. Ils passent devant toi, ils te regardent même pas. Il faut comme si t'étais pas là. Comme si t'étais une statue, en fait. C'est vrai qu'on peut pas donner à tout le monde parce qu'ils sont beaucoup. Et que la vie est dure pour tout le monde maintenant.
Bon, c'est vrai que quand on a la rue, la vie est quand même plus dure. Pour mesurer la pénurie de places en hébergement d'urgence, la sénatrice Agnès Séveraine poursuit en Seine-Saint-Denis ses travaux sur les femmes sans domicile. Et donc ici, c'est le plateau 115. C'est ici que convergent tous les appels au 115 du département. On reçoit entre 1500 et 2000 appels par jour et on en décroche entre 350 et 500 par jour. Ce qui est très peu. Oui, madame, je vous écoute. 24 écoutants se relaient jour et nuit pour répondre aux demandes de mise à l'abri. Il y a les deux demandes, le certificat d'hébergement et la demande d'aide alimentaire, d'accord? Je vais prendre l'exemple du lundi 22 janvier, donc, qui était une journée pendant laquelle on a reçu 1594 appels. Sur ces 1594 appels, on en a décroché 403. Ce jour-là, on a eu uniquement 2 personnes qui ont pu être mises à l'abri. 2 places pour plus de 500 personnes. Ce jour-là, 44 femmes enceintes sont restées sans solution. Jamais le 115 n'avait connu une telle saturation. Ok, madame. Bon, je vais relancer la demande pour votre hébergement. Courage, madame. Hein. J'espère que vous n'êtes pas trop stressée avec tout ça. On avait 12 300 places qui nous étaient mises à disposition. Et pendant l'été, on nous a demandé du coup, de fermer 2000 unités hôtelières. Et puis, la demande, elle a continué, elle, à augmenter, à s'exprimer. Donc là, on se retrouve avec tout un volume de personnes qui se sont un petit peu accumulées pendant cette période où on n'a pas pu faire rentrer les demandeurs. Parmi ces personnes, on avait toujours des femmes, des enfants, des bébés, des femmes enceintes, etc. 1000 nuitées hôtelières ont finalement été supprimées en Seine-Saint-Denis. D'après la préfecture, beaucoup d'hôtels transformés en hébergement d'urgence pendant le confinement retrouvent désormais leur activité commerciale. Sur 3000 places perdues en 2023 dans toute l'Île-de-France, 600 ont pu être compensées par des créations de places en centre d'hébergement. Vous appelez le 115 pour faire une demande d'hébergement et vous êtes enceinte. D'accord, vous êtes enceinte de combien de mois, madame? D'accord, ça fait. Donc vous êtes à votre 5e mois de grossesse, ok, madame. Et vous êtes où actuellement? Du coup, hier, vous avez passé la nuit où? D'accord, vous avez dormi à la maternité de l'hôpital de La Fontaine? D'accord, ok, madame. Là, je relance votre demande d'hébergement, madame. Et s'il y a une solution, vous allez être contactée, d'accord? Au revoir, madame. Donc là, on a un cas très pratique d'une femme enceinte de 5 mois, et que comme les préfets ont reçu des consignes pour mettre des critères de priorité, elle n'est pas dans les priorités. Elle n'est pas dans les priorités parce que la il faut femme être soit enceinte de 7 mois. De plus de 7 mois. Et vous pensez qu'aujourd'hui, elle recevra une réponse ou pas? Alors, comment vous le sentez? Parce que vous avez l'expérience de gérer la pénurie. Je vais être tout à fait honnête, en fait. Vu qu'elle n'est pas dans les priorités des priorités, malheureusement, aujourd'hui, elle n'aura pas de solution. Écoutez, oui, évidemment, je m'attendais à ces chiffres, mais ils sont encore pires que ce que j'imaginais. Et on voit bien que malheureusement, aujourd'hui, le SAMU social gère la pénurie. Donc aujourd'hui, on doit choisir entre un bébé de 4 mois qui n'est pas prioritaire et un bébé de 3 mois qui est prioritaire. En théorie, les femmes enceintes de 7 mois ou celles avec un bébé de moins de 3 mois sont prioritaires. Mais même pour elles, il n'y a plus assez de place en hébergement d'urgence. Et quand vous dites que vous dormez beaucoup avec le traitement, ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Non, ça me soulage. Ça vous soulage. Déjà, c'est déjà mieux. Vous êtes au chaud, on a réussi à trouver quelque chose qui vous apaise un peu. Et puis on attend, on avance. On appelle toujours le 115, mais bon. À bientôt. Au revoir, monsieur. À 8 mois de grossesse, cette jeune femme vivait dehors avec son mari avant d'être recueillie dans cette maternité de Saint-Denis. On dormait en bas du pont de la gare de Saint-Denis. Mais chaque jour, il y avait des histoires là-bas. On nous agressait. Il y avait beaucoup de problèmes là-bas. Donc de là-bas, on est quitté là-bas. On est venu se coucher devant l'urgence de l'hôpital. Ça fait 1 mois que je suis ici maintenant. Il s'occupe très bien de moi. Mais ça ne m'empêche pas d'appeler la 115 parce que ici, c'est un lieu public.
Je suis fatiguée de rester ici. Je vais me retourner dans la rue encore avec mon enfant. Parce que je n'ai pas où aller. Au moment de notre visite, la maternité de l'hôpital de La Fontaine hébergeait 14 femmes sans abri, dont 4 enceintes et 10 en suite d'accouchement. Elles ont été jusqu'à 22 lits bloqués pendant parfois plusieurs semaines dans une maternité de type 3, équipée pour faire face aux accouchements les plus compliqués et dont les places sont très recherchées. C'est une situation qu'on a rarement connue, enfin on n'avait quasi jamais connue. Avant, on arrivait, il y avait des hospitalisations qui se prolongeaient sur ça, mais pas sur des délais qui allaient jusqu'à quasi 90 jours, quoi, pour certaines. Là, actuellement, j'ai une patiente qui a 47 jours d'hospitalisation chez nous, qui n'a plus besoin de soins, en fait. Et juste une attente d'hébergement. Et c'est de la fatigue. Parce que la fatigue, c'est pas contre ces femmes-là. Parce qu'en vrai, nous, les soins, pas grand-chose à leur faire. C'est de la fatigue parce que derrière, on a tous les transferts à faire. On a la surcharge de travail, une salle de travail qui peut être pleine. Ça va? Oui, ça va. Bah oui, je vous ai eu. Vous me reconnaissez? Comment ça va depuis? Ça va, ça va. Ouais. Et coucou toi. Bon. Vous donnez que le biberon, vous donnez plus un peu des deux? Oui. Ouais, ça se passe comment là? Ça se passe bien. Ouais. Vous avez un moyen de rentrer à la maison? Non, on a déjà parlé avec la dame, elle a dit d'attendre encore de patienter. Parce que là, je ne sais pas où je vais me mettre. D'accord, donc il faut qu'on patiente encore. Donc peut-être que vous n'allez pas sortir aujourd'hui dans ce cas-là. Allez, bon courage. Sa petite fille n'a que 3 jours. Jusqu'à l'accouchement, cette jeune Ivoirienne et son époux étaient à la rue, malgré leurs appels au 115. En 2021, je suis arrivé en Tunisie. Et de Tunisie, j'ai fait la traversée pour venir en France. Depuis lors, je dors dans la rue. C'est dans la rue même que je suis tombée enceinte. J'ai eu des contractions et j'ai appelé le 15. Et c'est eux qui m'ont conduit à l'hôpital de La Fontaine parce que c'était urgent. Donc je suis venue là. Jusqu'à j'ai accouché, je suis là. Je ne sais pas où je vais partir avec ma fille. Donc là, je m'inquiète un peu. Donc c'est un peu difficile. Vous appelez le 115 tous les jours ou pas? Après mon accouchement, là, je ne les ai pas encore appelés. Faut que vous les appeliez tous les jours. Tant qu'elle n'aura pas de solution, elle pourra rester ici. Soutenue par la direction, l'équipe médicale n'envisage pas de remettre à la rue une femme et son nouveau-né. En fait, pour un médecin, l'idée de faire sortir une maman qui a accouché avec son bébé, tout en sachant qu'elle va aller dormir dans la rue, c'est une responsabilité énorme. Et nous, personnellement, avec l'équipe médicale, on se refuse de le faire. Notre hantise, c'est d'apprendre qu'un bébé est mort de froid ou est mort de chaud pendant que la mère était à la rue avec son bébé parce qu'elle n'avait pas de quoi le nourrir. Si c'est pour apprendre après qu'il y a eu une catastrophe, ce n'est pas vivable par nos équipes. Et nous voici chez moi. Alors ça, c'est mon studio avec mon petit coin de cuisine et mon lit. Et par là, c'est la salle de bain et les toilettes. Il y a 4 ans, Sophie a enfin obtenu un logement. Le début d'une nouvelle vie, après 20 ans passés à la rue. Quand j'ai signé le bail, on aurait dit une vraie gosse. Surtout quand on m'a donné les clés. Pourquoi? J'y croyais pas. Il a vraiment fallu que j'ai les clés dans la main, que je rentre dans le studio pour me dire ça y est, je suis chez moi. Et au début, c'était dur, je dormais par terre. Pour 200 € par mois, elle vit à Paris dans une pension de famille. Un lieu conçu pour les personnes ayant connu un parcours d'exclusion où elle continue d'être suivie. Les places y sont très rares. En fait, j'ai attendu mon logement pendant plus de 20 ans. Parce que, comme tout le monde sait, des logements sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Si on construisait plus de logements, oui, ça serait peut-être la solution. Mais comme j'ai dit, plus de pensions de famille, de maisons relais,
ou même des foyers pérennes. Si tu avais un message à faire passer aux politiques, ce serait quoi? Bougez votre cul. Bougez votre cul parce qu'il y a des solutions, il peut y en avoir. Mais c'est à vous d'ouvrir les places. Le vrai sujet, c'est aussi une volonté politique, une vision politique. Cette situation de pénurie d'hébergement d'urgence, elle est liée d'abord à une crise du logement social. Ça veut donc bien dire que l'État a été défaillant. Depuis 2017, la construction de logements sociaux n'a pas cessé de reculer. Plus de 2,4 millions de ménages sont actuellement en attente d'un logement social, un niveau que la France n'avait jamais connu.